Contempler le ciel nous rend humbles et insignifiants en face de l'immensité du cosmos, devant la nature qui nous domine et qui nous définit. Depuis ses origines, l'homme essaye d'échapper au sentiment d'impuissance et d'angoisse que cela peut évoquer en essayant d'établir un lien avec le cosmos, en cherchant sa place dans cette réalité qui le dépasse. Au plus profond des grottes préhistoriques, l'art rupestre est peut-être un moyen de s'approprier l'inconnu, de le maîtriser. Et de la même façon, la compréhension scientifique est une façon de nous rassurer d'une manière rationnelle face à une immensité qui nous impacte émotionnellement. La grotte rituelle de la préhistoire devient le laboratoire scientifique d'aujourd'hui. Et quoi de plus humain que de faire interagir les découvertes scientifiques avec la création artistique, pour donner forme à cette interaction entre l'humain et le réel qui façonne notre existence. L'œuvre Cosmosono ne serait-elle pas une tentative de traduction moderne des peintures rupestres des grottes préhistoriques?
Et si on levait la tête, que voyez-vous? L'immensité du cosmos, des galaxies, des milliards d'étoiles, des planètes. Depuis la nuit des temps, l'homme il essaye de comprendre, d'expliquer, de cartographier. Il est submergé par cette immensité qui le dépasse. Il invente des instruments, des sphères armillaires, des astrolabes, des lunettes, des télescopes. Il commence à voir ce que ses yeux ne voient pas. L'infrarouge, l'ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma. Mais est-ce qu'il écoute seulement? Il y a très longtemps, dans une galaxie lointaine, à 1300 millions d'années de la Terre, deux trous noirs se tournent autour. Une danse de géants cosmiques animée par une attirance irrésistible. Ils se rapprochent et rentrent en coalescence. Ils fusionnent pour donner lieu à un seul trou noir, mais la masse de ce trou noir est moins élevée que la masse des deux constituants. Où est passée la masse manquante? Einstein il nous dit E égale mc2. Et c'est là la solution du mystère. La masse manquante est devenue énergie, du rayonnement pur. Mais il n'y a aucune lumière qui est émise par cet événement. Le rayonnement en question, il est aussi noir que les deux protagonistes initiaux. En fait, il s'agit d'un rayonnement gravitationnel. C'est nullement de la lumière. Ce rayonnement, il traverse l'univers sans entrave, il interagit avec rien, ou alors très très faiblement. Et c'est ça qui le rend quasiment indétectable. Aucun instrument qu'on puisse construire n'est assez sensible pour les voir. En tout cas, c'est ce qu'affirmait Einstein quand il les a prédits en 1916. Elles resteront pour toujours des chimères théoriques à se propager à travers l'univers, leur message a toujours perdu pour l'homme. Nous sommes le 14 septembre 2015, Livingston, Louisiane, dans le sud-est des États-Unis. L'instrument LIGO Livingston enregistre un infime signal. 6,9 millisecondes plus tard, à Hanford, État de Washington, nord-ouest des États-Unis, le détecteur LIGO Hanford enregistre le même signal. Écoutez. C'est pas grand-chose, on va le réécouter. C'est presque rien. Et pourtant, le monde scientifique est en ébullition. Il y a des messages qui circulent sur Internet. On se demande, est-ce que c'est un vrai signal? Est-ce que c'est un artefact du détecteur? Est-ce que c'était introduit par les scientifiques eux-mêmes pour tester leur chaîne de détection? Plus tard, 2 mois plus tard, autour de Noël 2015, le 26 décembre pour être précis, de nouveau, un signal est enregistré par les deux détecteurs LIGO.
De nouveau, ce signal est issu de la coalescence de deux trous noirs. Encore plus tard, en 2017, cette fois-ci avec la complicité du détecteur Virgo franco-italien situé à côté de Pise en Italie, on détecte pour la première fois le signal de la coalescence de deux étoiles à neutrons. On va l'écouter. Cette fois-ci, l'utilisation de 3 détecteurs permet la triangulation de la source. Elle se trouve dans la galaxie NGC 4993, à environ 130 millions d'années-lumière de la Terre, dans la constellation de l'Hydre. Ces découvertes valent le prix Nobel aux 3 chercheurs américains concepteurs de LIGO. Mais plus important, le cosmos n'est plus muet. Avant, on avait l'image. Depuis 2015, on a le son.
Nous venons d'entendre les lithophones, des instruments anciens déjà joués dans les grottes du Paléolithique supérieur, en profitant des formations rocheuses en colonnes et draperies. La roche calcaire qu'a utilisée Tony pour fabriquer son instrument s'est formée il y a à peu près 300 millions d'années, même avant la coalescence des étoiles à neutrons qu'on a entendu tout à l'heure. Pour moi, la musique de cet instrument évoque aussi bien les grottes et les hommes préhistoriques que le cosmos et le son des ondes gravitationnelles. Mais au fait, comment peut-on parler du son du cosmos? Il n'y a pas d'air dans l'espace. S'il n'y a pas d'air, les ondes acoustiques ne peuvent pas se propager, et donc elles ne peuvent pas exister. En réalité, il ne s'agit là qu'une analogie. Les ondes gravitationnelles ne sont pas des ondes acoustiques. Mais comme le son, ils se propagent dans toutes les directions. Et, hasard de l'histoire, les premiers qu'on a réussi à capter sont pile dans la gamme d'audition de l'oreille humaine, typiquement entre 30 Hz et quelques dizaines de kHz. Comme pour le son, et ça c'est important, il s'agit d'une façon fondamentalement différente et nouvelle d'observer notre environnement, notre univers. Depuis 2015, nous sommes un peu comme un sourd qui a récupéré toute petite partie de son audition. Avant, on voyait l'arbre. Maintenant, on commence à entendre les oiseaux qui se cachent dans les feuilles. Pour en arriver là, il a fallu des dizaines d'années d'efforts humains et surtout la vision des pionniers. En 1916, Einstein se rendit compte qu'une masse en mouvement devait générer des ondes gravitationnelles et que cela devrait être mesurable en mesurant la distance entre deux objets libres qui oscillent légèrement. Mais il a dû vite déchanter. En faisant un calcul élémentaire, il s'est rendu compte que ce mouvement est infime. Pour deux objets séparés de quelques kilomètres, ce mouvement est au maximum de quelques millièmes de la taille d'un noyau atomique. Donc tout petit, c'est comme si les deux étoiles les plus éloignées de notre galaxie bougeaient d'environ 1 mètre. Rigoureusement immesurable. Et pourtant, au début des années 60, les premiers ont essayé de justement les détecter. Mais comme on pouvait s'y attendre, ce fut couronné par des échecs retentissants. Des carrières et des vies de scientifiques, des scientifiques brillants, se sont soldées par des tentatives infructueuses. Mais l'ingénuité humaine est même plus grande que ce qu'a pu imaginer Einstein, et la persévérance aussi. Les échecs des pionniers ont permis les avancées des suivants. Et au début, les détecteurs ont passé des années à écouter sans jamais enregistrer le moindre signal. Le cosmos s'obstinait dans son mutisme. Finalement, le bon choix fut celui des interféromètres laser géants, composés de 2 bras orthogonaux, avec un laser qui envoie de la lumière dans les 2 bras, réfléchi par des miroirs au bout et recombiné au centre. Les infimes changements de longueur d'un bras induisent des infimes changements de l'intensité mesurée au centre. Lors du passage d'une onde gravitationnelle, elle va agiter la longueur des bras. Enfin, agiter, c'est un bien grand mot pour des petits changements de l'ordre d'un atomètre, c'est-à-dire un milliardième de mètre. Les premiers interféromètres géants furent construits aux USA et en Europe dans les années 90. Ils ont commencé leurs opérations scientifiques dans les années 2000, puis commença une longue période de retouches et d'améliorations successives, marquée par des variations et des répétitions sur le même thème, la quête de la sensibilité ultime. Écoutez plutôt.
L'instrument que Christophe vient de jouer est une réplique à l'identique de la flûte préhistorique d'Isturitz, dont l'original est exposé ici au Musée d'archéologie nationale. Datée d'environ 40 000 ans, elle a été trouvée dans la grotte d'Isturitz au Pays Basque. C'est un instrument mystérieux en os de vautour qui a sa propre façon de vibrer. Et Christophe a dû mettre plusieurs mois avant de l'apprivoiser et de réussir à le faire chanter. On imagine les hommes préhistoriques descendant dans la grotte pour jouer cette flûte, pour jouer des pierres ou encore d'autres instruments qu'on ne connaît pas, dans l'espoir de mieux apprivoiser leur monde, leur univers. Peut-être les laboratoires scientifiques d'aujourd'hui sont les grottes rituelles de la préhistoire. Et l'homme va façonner ce qu'il y apprend. D'où l'idée de faire interférer les instruments scientifiques les plus sophistiqués avec la création humaine, pour expliciter l'interaction entre l'humain et le réel, interaction qui sous-entend toute notre existence. Le 24 novembre 2018, l'interféromètre géant Virgo est occupé par des musiciens, Karine Letiec, Christophe Maratka, et le photographe et vidéaste Raphaël Dalla Porta. L'intrusion dans ce lieu sacré de la science par les artistes est surveillée par des caméras de surveillance installées par Raphaël, tandis que Karine et Christophe jouent Virgo 2, œuvre spécialement composée pour l'occasion par Christophe Maratka. Et Virgo écoute, exactement comme il écoute en attente de nouvelles ondes gravitationnelles. À ce moment-là, Virgo est en cours de réglage. Les prochaines observations scientifiques ne vont débuter qu'en début 2019. Et pendant cette période, Virgo est particulièrement sensible au bruit acoustique dans la salle centrale. Et ça tombe bien parce que ces bruits-là, générés par Karine et Christophe, sont dans la même gamme de fréquences que les ondes gravitationnelles que Virgo enregistre habituellement. Du coup, l'œuvre est enregistrée par Virgo comme s'il s'agissait des ondes gravitationnelles enregistrées venant du fond du cosmos. L'événement porte le nom GW 181124. C'est un clin d'œil à la nomenclature utilisée par la communauté scientifique pour cataloguer les événements gravitationnels enregistrés par les détecteurs. Cette découverte artistique présage aussi des découvertes astrophysiques à venir. Pour l'instant, les ondes gravitationnelles qu'on a détectées sont issues de phénomènes qu'on imaginait, en théorie en tout cas, exister, qu'on pensait exister. Même là, il y a eu des surprises, des trous noirs plus massifs que ce qu'on pensait, des trous noirs plus nombreux que ce qu'on pensait. Mais j'imagine, j'espère, j'en suis même sûr, que dans le futur, on découvrira des phénomènes qu'on n'imaginait même pas. En améliorant nos oreilles gravitationnelles, on entendra des phénomènes dont l'existence même nous était inconnue. Un peu comme un sourd qui découvre, en se promenant dans la forêt qu'il connaît bien, la musique du vent dans les feuillages. Et peut-être dans un futur pas trop lointain, quand on regarde le ciel, on aura aussi ça. C'est une traduction acoustique d'un mélange d'ondes gravitationnelles possibles. Pour l'instant, c'est issu de l'imagination de scientifiques. Mais au-dessus de nos têtes, il y a un véritable orchestre cosmique qui ne demande qu'à être écouté.